Gérard Mardinet, bonjour, bienvenue sur bimediatv.fr. Vous êtes le secrétaire général de la CFE-CGC, qui est une confédération syndicale d'encadrement et de cadres. Alors, je vous ai demandé de venir pour que l'on parle bien sûr de la réforme des retraites, puisqu'on est en plein dedans, le débat à l'Assemblée nationale démarre. Et ce qui m'a étonné, c'est votre prise de position, car vous êtes plutôt un syndicat, j'allais dire, tempéré. Là, vous êtes vent debout contre cette réforme des retraites. Expliquez-nous pourquoi. C'est un projet complexe, il faut dire. Oui. Alors bonjour, merci de votre invitation. Bien écoutez, oui, c'est un sujet complexe, mais nous, on a analysé en particulier la synthèse de l'équilibre financier qui est pris comme argument premier par le gouvernement pour dire il faut réformer le système de retraite, il est en danger, les générations futures ne vont pas percevoir de retraite si on ne fait rien, etc. Et nous avons fait notre propre analyse du rapport du Conseil d'orientation des retraites, qui est quand même beaucoup cité comme référence sur ce sujet-là, pour voir quelle est vraiment la projection réaliste de l'équilibre financier de notre système de retraite. Alors déjà, on va rappeler à nos auditeurs et viewers quel est le déficit actuel du régime des retraites. On dit 30 milliards. C'est vrai ou faux? Faux. Le système de retraite a été en excédent en 2021 et le sera encore pour l'année 2022. Ça va être publié. Et ça, c'est lié en particulier au régime des salariés du privé, où il y a eu quand même un redémarrage de l'économie après le trou de 2020 et de la crise Covid, si vous voulez. Et aujourd'hui, il y a eu de l'ordre de 3 milliards d'excédents en 2021, et l'excédent va probablement être d'une même ordre de grandeur en 2022. Donc vous pouvez répéter le chiffre de l'excédent? Ah, c'est de l'ordre de 3 milliards d'euros. Donc vous dites plus 3 milliards d'euros cette année, comme l'année dernière. Oui, ça va être l'ordre de grandeur, hein. Les chiffres ne sont pas publiés, mais c'est très important de voir ça. En plus, ce qu'il faut voir, c'est que les régimes des salariés du privé, qui sont globalement bien gérés, ainsi que la grande majorité des régimes spéciaux, ont 180 milliards d'euros de réserves. Et que s'il peut y avoir un problème de financement pour notre système de retraite, il vient uniquement du financement des régimes des fonctionnaires, et en particulier des fonctionnaires d'État, parce que l'État gère très mal depuis 10-15 ans le régime de retraite des fonctionnaires. Voilà, ça allait être ma prochaine question, vous l'avez devancée. Le problème du déficit en fait des régimes de retraite, c'est le régime des fonctionnaires. Oui, et pourquoi ? Alors, ce n'est pas un déficit à proprement parler, vu que l'État finance année par année les retraites des agents de la fonction publique. En revanche, ce n'est pas vraiment un régime par répartition, parce que vous voyez, comme je vous l'ai dit, un régime par répartition, il anticipe les fluctuations démographiques qu'il peut y avoir, et on sait que la vague du baby boom va encore concerner les départs en retraite pendant les 10-15 prochaines années, et que donc des réserves ont été constituées pour y faire face, ce qui n'est pas le cas de la fonction publique, où c'est financé année par année sur le budget de l'État. En revanche, le gros problème, c'est qu'il est fait des projections sur la contribution de l'État dans les années à venir. Et en fonction des conventions qui sont prises, on ne va pas rentrer trop dans la technique quand même, eh bien, ça fait apparaître des déficits et une forte contribution de l'État. Et l'État dit, bah non, moi je veux pas financer. Ben si, l'État a à financer les retraites des salariés dont il a la responsabilité, qui s'appellent les fonctionnaires. Et pourquoi il y a un problème? Eh ben pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a de moins en moins de fonctionnaires embauchés au statut de la fonction publique. Et donc le ratio actif sur retraités dans la fonction publique d'État est inférieur à 1. Alors moi j'en étais de 1 pour 1, vous dites carrément moins de 1. Il est de moins de 1 aujourd'hui, ouais. 0,9 et quelque chose, ouais. Pourtant, alors que Emmanuel Macron, lors de son premier quinquennat, avait annoncé vouloir baisser le nombre de fonctionnaires, il l'a au contraire augmenté, tout comme les présidents précédents. Donc comment se fait-il qu'on se retrouve à moins de 1 pour 1 ? Ben parce qu'il y a aussi beaucoup de fonctionnaires qui sont partis en retraite, hein. Il s'agit d'un ratio actif sur retraités. Et donc, alors qu'il est de 1,7 en moyenne pour toute la population, et c'est-à-dire de l'ordre de 1,9 pour les salariés du privé, là on est inférieur à 1. Donc vous voyez bien que l'État doit assumer le fait d'avoir embauché de moins en moins de fonctionnaires au statut et de plus en plus de contractuels. Et d'ailleurs, il y a un élément qui prouve ça,
c'est que les réserves de l'IRCANTEC, qui est la caisse de retraite complémentaire des contractuels de la fonction publique, elle a plus de 4 années de réserve. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de contractuels de la fonction publique embauchés, et puis il y a encore très peu de retraités. Donc ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est la non-évolution de l'indice du traitement des fonctionnaires, qui fait que comme les cotisations ne sont basées que sur le traitement indiciaire des fonctionnaires, et pas sur les primes, eh bien, les cotisations aussi rétrécissent. Donc, il faut que l'État assume. Donc, en fait, vous dites, pour être clair avec nos auditeurs, vous dites finalement les fonctionnaires ne cotisent pas assez parce qu'on ne prend pas l'ensemble de leur rémunération. Et donc, c'est pour ça aussi que le régime des fonctionnaires est en déficit et c'est lui qui nous cause problème. Et voilà pourquoi toute cette réforme des retraites. Non, je ne dis pas que c'est les fonctionnaires qui doivent cotiser plus, parce qu'il y a déjà des taux de cotisation qui peuvent être élevés compte tenu du ratio actif sur retraité, etc. Mais c'est que l'État employeur, lui, ne cotise pas assez. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport du Haut Commissariat au Plan qui est sorti début décembre, préfacé par François Bayrou, et qui essaye de dire, oui, l'État contribue trop au financement des systèmes de retraite, donc il faut faire des économies, on va faire de la pédagogie. Sauf que c'est un tissu d'ânerie, ce rapport. Pourquoi? Parce qu'il y a 300 000 fonctionnaires qui sont des militaires. Et François Bayrou et le Haut Commissariat au Plan disent dans leur raisonnement, il faudrait considérer que les cotisations de l'État employeur doivent être le même taux que la cotisation des employeurs du privé, c'est-à-dire 16,5% du salaire. Oui, sauf que quand vous avez 300 000 militaires qui peuvent partir au bout de 15 ans de service, qui ont été en opération extérieure et fatigués, et qui vont toucher leur retraite 50 ans, là où la moyenne des salariés la touche 22 ans, si vous voulez, il est incohérent de demander à ce que l'État, l'employeur, finance qu'à hauteur de 16,5% pour ces militaires, comme pour des catégories actives de la fonction publique, les policiers et les pompiers, par exemple. Merci Gérard Madinet pour cet état de l'art actuel. Alors passons maintenant au projet. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vent debout contre ce projet? Prenons les thèmes principaux que vous avez notés. Le premier sujet, c'est de dire notre système de retraite est en déficit. Et je reprends les chiffres qu'avait cités la Première ministre le 2 décembre dans une interview. Notre système est en déficit de 100 milliards sur les 10 années qui viennent. Et ça, c'est lié à des projections basées sur des hypothèses. Et nous avons analysé les hypothèses. Il y en a en particulier une qui est fondamentale, c'est l'évolution de l'espérance de vie. Or, l'évolution de l'espérance de vie, aujourd'hui, elle est complètement flat, c'est-à-dire il n'y a plus de gain d'espérance de vie. Une note de l'INSEE est sortie la semaine dernière qui précise bien que, y compris pour 2022, l'espérance de vie reste inférieure à celle de 2019 et de 2017, donc même avant le Covid. Et donc, l'espérance de vie n'augmente plus, alors que dans les hypothèses qui sont prises par le gouvernement, elle continue à augmenter d'1 an tous les 10 ans. Et dans le rapport du Conseil d'orientation des retraites, il y a un coefficient de sensibilité qui a été calculé pour justement calculer les effets d'une variation d'espérance de vie. Et nous, on a fait les calculs. Si on prend un scénario espérance de vie constante, ce qui est le plus réaliste, compte tenu des facteurs qui conditionnent l'espérance de vie et qui ne sont pas en très bonne forme, l'état de notre système de santé et de nos hôpitaux, le niveau des pollutions environnementales dont il est, à mon avis, pas certain qu'elles vont baisser dans les 10 années qui viennent, eh bien, ça ferait une économie pour notre système de retraite de 47 milliards d'euros, si vous voulez, sur les 100 milliards. Donc, vous voyez qu'il faut bien analyser les hypothèses, et nous, c'est notre métier en tant que représentants des cas d'avoir sorti nos calculettes et nos modèles de simulation. Premier point. Deuxième point, l'emploi des seniors. Nous, on est très attachés à ce que l'emploi des seniors s'améliore. Mais notre volonté, c'est de l'améliorer dans la tranche d'âge 58 ans, 62, 63 ans, qui correspond à la tranche d'âge correspondant aux critères d'âge légal de la législation actuelle. C'est pas la peine d'aller faire travailler des gens entre 65 et 67 ans en augmentant les critères d'âge comme veut le faire le gouvernement, et on ramènerait plus de 40 milliards d'euros aussi avec un scénario qui fait revenir dans l'emploi des seniors dans cette tranche d'âge à travers un dispositif qui serait assez directif et quand même un peu conditionné vis-à-vis des entreprises, des directions d'entreprise.
Oui, mais alors prenons justement cette tranche d'âge dont vous parlez. De toute façon, les entreprises considèrent qu'on est senior à partir de 45 ans pour beaucoup. Donc déjà, il y a un problème en France, et ça, c'est pas valable dans tous les pays. On voit pas ça dans tous les pays. Au contraire, dans les autres pays, ils utilisent la capacité intellectuelle des gens de 45 à 55 ans beaucoup mieux que chez nous. Donc premier point. Deuxième point, pourquoi ne laisse-t-on pas à ce moment-là une liberté de travail à ceux qui sont en forme et qui ont envie de travailler? Pourquoi fait-on aussi compliqué pour justement les seniors? Alors ça, c'est mon deuxième point. Et dernière question, qu'est-ce que vous pensez de l'index qui obligerait les entreprises, puisque ça c'est dans le projet de loi, on n'en a pas parlé tous les deux, est-ce que ça, pour vous, c'est une bonne mesure, une mauvaise mesure, ou est-ce que ça sert à rien? Oui, alors l'emploi des seniors, c'est vrai, c'est un sujet clé, hein, on est bien d'accord. Et nous, on est pour que tous les salariés aient la liberté de choisir quand même leurs conditions de départ. Et alors qu'on a un gouvernement qui a appelé quasiment toutes ces lois, en commençant par le mot liberté, je fais référence à une liberté de choisir son avenir professionnel, et bien là, non, c'est une loi liberticide et interprétée comme telle par beaucoup de nos collègues qui veulent garder la liberté de choix de partir, même s'ils n'ont pas accumulé, par exemple, tout leur trimestre. Parce qu'ils disent, c'est ma liberté, moi j'ai un boulot qui ne m'intéresse plus, l'entreprise ne se sert pas de mon travail, je ne trouve plus de sens dans mon travail, donc je veux garder cette liberté, et c'est interprété comme ça. Et l'index senior, bon, c'est un index, mais s'il n'y a aucun élément de conditionnalité au résultat de cet index, ça sera sans aucun effet, et on l'a déjà vu avec l'index égalité homme-femme, qui n'a pas produit beaucoup d'effets, alors que pourtant l'égalité homme-femme est écrite dans la loi, hein. Ça, c'est vrai qu'on a encore du travail à faire. On va parler des femmes après, si vous voulez bien. J'aimerais bien continuer sur, justement, que faut-il faire pour vous, Gérard Mardinet, en tant que syndicaliste, puisque vous êtes secrétaire général de la CFE-CGC. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, finalement, pour que les entreprises gardent les seniors et que les seniors aient encore envie, justement, d'y travailler? Mais à mon avis, il faut redonner du sens au travail. C'est ça la première question, c'est ça la première réponse. Ouais, pour vous, c'est le sens au travail qui prime? Bah oui, c'est le sens au travail et la notion de ce qu'on appelle, nous, l'entreprise bien commun. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les grandes entreprises qui conditionnent quand même le fonctionnement de notre économie, vu que beaucoup des plus petites sont dans la chaîne de valeur des grandes entreprises, eh bien la priorité des grandes entreprises, c'est de faire du résultat et de pouvoir le distribuer sous forme de dividendes. D'ailleurs, des chiffres récents ont résumé l'exercice 2022. 80 milliards de dividendes et de rachats d'actions en 2022. Et tout ça, ça finance à hauteur de 50% la retraite de nos amis anglo-saxons, comme je les appelle, parce que c'est des fonds d'investissement qui sont à 50% actionnaires du CAC 40, et les clients des fonds d'investissement sont des fonds de pension. Et donc voilà, et pendant qu'on distribue des dividendes, eh bien, on serre les boulons partout. Il n'y a plus de sens dans le travail, il y a des emplois qui ne sont pas créés, des investissements dans les transitions qu'on a à vivre et qu'on a à préparer maintenant de manière urgente, des investissements qui ne sont pas faits, et nous on appelle de nos vœux et on sollicite le gouvernement régulièrement pour dire mais il faut une loi qui instaure une gouvernance responsable des grandes entreprises. Le moyen à court terme, c'est plus de représentants des salariés dans les conseils d'administration. Vous savez, j'ai été moi-même administrateur de ma boîte qui est au CAC 40 et je peux vous dire tous les dysfonctionnements qu'il y a dans la gouvernance des grandes entreprises françaises. Donc vous, ce que vous voulez dire, c'est par exemple imposer... c'est normal qu'une entreprise fasse des bénéfices, sinon elle ne pourrait pas vivre, on est d'accord. Donc vous dites qu'il faudrait imposer un quota qui reste dans l'entreprise. D'ailleurs, on voit le cas pour EDF, on n'en serait pas là s'ils avaient investi régulièrement, tout comme la SNCF. Tout à fait. On n'en serait pas là non plus, ouais. On n'aurait pas tous ces problèmes techniques à la SNCF s'il y avait eu des investissements réguliers. Exactement. Donc vous dites, il faut absolument faire comme dans les PME, parce que c'est ce que font les patrons à qui l'entreprise appartienne. Eux, ils se refinancent, ils s'autofinancent avec leurs propres bénéfices. Tout à fait. On est d'accord. Ouais. Mais vous dites, alors combien faudrait-il en pourcentage? Combien faudra-t-il garder dans l'entreprise? Il faudrait surtout que ça soit un sujet de débat au sein du conseil d'administration, dans un conseil d'administration où il y a une égalité entre les représentants des parties prenantes internes, les salariés, et les parties prenantes externes. Parce que les salariés, tout en étant actionnaires, ils sont intéressés au long terme de l'entreprise, si vous voulez. Et nous, moi, je propose une mesure qui est très importante. C'est, vous savez, la gestion d'une grande entreprise cotée qui publie
périodiquement ce qu'on appelle une guidance financière, c'est-à-dire en gros les perspectives de résultats financiers sur les 5 ans qui viennent. Eh bien, le but de la gestion de l'entreprise, une fois que cette feuille de route financière est publiée, eh bien, c'est de tenir la guidance financière, voire de faire un peu mieux pour assurer que le cours de l'action va évoluer. Les dirigeants sont financés majoritairement avec des actions gratuites, donc ils y ont intérêt. Et nous, on dit, toute société qui publie une guidance financière devrait être obligée par la loi de publier une feuille de route sociale et environnementale sur le même horizon. Parce qu'on ne traitera le besoin d'investissement dans la transition écologique qu'en se projetant dans l'avenir et pas en constatant le passé. Donc il faut des jalons pour dire, moi, une entreprise qui présente une feuille de route financière, elle doit présenter une feuille de route quantifiée sur ses investissements dans l'environnement, ce qu'elle fait pour diminuer son empreinte carbone, pour préserver la biodiversité. Et ces deux feuilles de route, ce n'est pas un travail supplémentaire, elles sont directement couplées par le montant des investissements qu'on y consacre. Alors revenons à votre avis sur les fonds de pension. On en a quand même besoin des fonds d'investissement, puisque sinon la France n'aurait pas assez de capitaux pour investir. Donc là aussi, on ne peut pas non plus jeter l'eau propre sur les fonds. Non, mais il faut rééquilibrer l'allocation de nos ressources financières. Il est normal que les actionnaires soient rémunérés, mais raisonnablement, pas au détriment de la capacité d'investissement des entreprises. Or, il faut savoir que quand une entreprise investit, c'est au bénéfice des actionnaires également, parce qu'elle investit et donc elle joue sa pérennité, son développement, et donc c'est bon pour les actionnaires qu'une entreprise investisse, plutôt que de prélever ces richesses. Et moi, je voudrais quand même citer un élément qui est intéressant. Un des grands fonds d'investissement, c'est BlackRock. Eh bien, Larry Fink, qui est le patron de BlackRock, disait régulièrement ces dernières années, il envoyait une lettre tous les ans aux directions générales des entreprises dont il est actionnaire en disant il n'y a pas que le dividende de l'année qui compte, il y a également les investissements que vous consacrez pour préserver l'avenir. Eh bien, il a dit au mois de mai dernier, non, désolé, ce n'est pas aux entreprises d'investir dans la transition écologique, c'est aux États. Et en gros, oui, parce que ses clients fonds de pension ont dû lui faire remarquer que non, désolé, nous ce qui compte, qui est complètement absurde, parce que quand on est un fonds de pension, on a des engagements de long terme, parce que c'est des engagements à 30 ans, les engagements de retraite. Eh bien non, c'est le dividende de l'année qui compte, parce que c'est le critère de marketing vis-à-vis des concurrents. Alors Gérard Mardinet, vous êtes secrétaire général de la CFE-CGC. Revenons à notre programme du jour, c'est-à-dire le projet de réforme des retraites. Vous avez cité plusieurs points qui vous fâchent. Quels sont les autres points que vous avez relevés qui ne conviennent pas ou dont vous dites que le langage marketing, si je puis dire, du gouvernement n'est pas le bon? Si vous voulez, nous, le fond du problème, c'est qu'on dit le gouvernement veut imposer une punition collective, c'est-à-dire tous les travailleurs et salariés du pays vont avoir à travailler plus longtemps, alors que pour nous, il n'y a pas de déséquilibre financier du système, comme je vous l'ai expliqué. Il faut revenir à un partage de la valeur plus équilibré en faveur des salariés. Et avec l'excédent qu'on aurait dans ces conditions-là, on saurait financer des mesures de solidarité, augmenter les petites pensions et tout ce qui va avec, réduire les inégalités dont sont victimes les femmes si on augmente l'âge de départ en retraite, pour quand même gérer les carrières hachées qu'ont les femmes. Et il y aurait tous les moyens financiers pour gérer ça sans qu'il y ait besoin d'augmenter l'âge de départ. Alors justement, ma question suivante, c'était sur justement ce fameux minimum vieillesse. Qu'est-ce que vous pensez des cases à cocher? Est-ce que vous pensez que finalement ça va augmenter un certain nombre de personnes à l'obtenir ou pas du tout? Oui, il y a aujourd'hui des retraites qui sont très faibles. Et passer les retraites à 1 200 € ou 85% du SMIC, voire un peu plus, me semble essentiel pour éviter qu'il y ait un taux de pauvreté très élevé parmi les retraités. Et encore une fois, notre système, si on rétablit un équilibre dans le partage de la valeur créée entre les salariés et les actionnaires, parce que je n'ai pas cité les chiffres, mais depuis 25 ans, les actionnaires sont passés en gros de 5% du PIB à 15% du PIB, et ça, majoritairement au détriment du retour vers les salariés. C'est les chiffres de la Banque de France qui le disent. Et donc, si on rétablissait un meilleur équilibre en faveur des salariés, eh bien, on sait financer toutes ces mesures sans qu'il y ait besoin de travailler plus longtemps. Mais donc, vous dites quand même que cette nouvelle mesure de minimum vieillesse
Par contre, malgré toutes les contraintes qu'il faut pour l'obtenir, il y aura quand même un bénéfice vers la population. Donc oui, ça c'est un plus. Ah bah oui, c'est un plus. Et puis encore une fois, un système de retraite ne peut pas corriger toutes les anomalies qui se constituent dans une carrière d'activité. Et nous, on est aussi très demandeurs que toutes les nouvelles formes d'emploi assez précaires, dont les auto-entrepreneurs indépendants, les travailleurs des plateformes, qui cotisent très peu pour la retraite, eh bien, ils auront des très petites retraites derrière et ils seront rattrapés par la solidarité des autres. Donc, à un moment donné, il faut aussi que notre système de travail en activité corrige toutes les anomalies qu'il y a, et en particulier ce statut de travailleur de plateforme ou d'auto-entrepreneur qui, s'il peut être compris pendant un laps de temps très court pour mettre le pied à l'emploi d'un certain nombre de gens, ne doit absolument pas être un mode d'exercice d'une activité professionnelle pérenne. Alors, dernier point, Gérard Mardinet, on l'a soulevé tout à l'heure, la place des femmes, les femmes dans ce projet de retraite. Comment avez-vous étudié le sujet? Qu'est-ce que vous en pensez? On en pense que ce sont les premières victimes parce que beaucoup de femmes, et en particulier les femmes avec enfants, bénéficient aujourd'hui de 8 trimestres validés par enfant. Enfant propre ou enfant adopté. Et donc, une femme qui a eu 2 enfants, c'est 16 trimestres, 4 ans. Et donc, la majorité des femmes qui ont eu des enfants, mais qui ont eu aussi toutes les contraintes associées à avoir une vie familiale quand même dense à côté de leur vie professionnelle, dense ou à temps partiel malheureusement, ou à temps partiel ou qui ont dû la hacher, peuvent partir aujourd'hui à 62 ans avec une retraite à taux plein. Demain, on leur imposerait de travailler 2 ans de plus, et c'est totalement injuste. D'ailleurs, il a été dit, y compris dans un document du gouvernement qu'un ministre, M. Riester, a mis en avant, qu'effectivement, même le document du gouvernement disait que les femmes allaient être amenées à travailler plus longtemps que les hommes. Et donc, nous, on n'est pas d'accord pour avoir une telle injustice. Et pour nous, le point principal, c'est que notre système de retraite n'est absolument pas en déséquilibre financier à long terme. Et moi, je voudrais réinsister là-dessus. Les régimes bien gérés ont constitué les réserves qu'il faut pour permettre de passer la bosse du pépi-boom et pouvoir traverser aussi quelques aléas économiques comme on les a traversés dans les années passées quand il y a eu cette crise financière en 2008. Et puis, vous l'avez bien expliqué, le régime des salariés du privé est très bien équilibré. C'est le régime de l'État qui, lui, gère année par année au lieu de constituer des réserves. Ouais. C'est bien ça qui nous plombe, c'est ça que vous dites. Oui, et vous vous souvenez qu'il avait été mis en place par M. Jospin, alors Premier ministre, un fonds de réserve des retraites qui devait être alimenté justement pour faire face à différents aléas. Il était visé 150 milliards d'euros et aujourd'hui, il y a une somme ridicule dedans, si vous voulez. Donc, il y a eu vraiment une impéritie de l'État et on conteste qu'on fasse payer les seuls salariés en leur demandant de travailler plus longtemps alors qu'il faut monopoliser toutes les ressources de l'État et y compris peut-être avoir plus de retour sur la valeur ajoutée des entreprises et puis aller lutter efficacement contre la fraude fiscale, dont on sait qu'elle est évaluée à 60 milliards d'euros ou 80 milliards d'euros en fonction des estimations, et que si on avait une réelle politique du gouvernement pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, on n'aurait plus de problème, y compris peut-être pour le déficit de l'État. Malgré tout, l'âge de la retraite, vous êtes fixé à un âge précis ou pas? Comment allez-vous réagir? Non, nous, on est pour que l'âge légal de départ reste là où il est, à 62 ans. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes, des salariés, qui aujourd'hui ont besoin de 42 ans de cotisation pour partir et qui travaillent déjà jusqu'à 64, 65 ans. Demain, ça sera 43 ans. Donc, il y en a qui vont travailler plus longtemps. Parce que ce qui compte, c'est pas... Et d'ailleurs, dans les comparaisons internationales qui sont faites en disant la France est parmi les pays qui en a vu, en fait, les comparaisons internationales sont biaisées parce qu'on ne compare pas les mêmes paramètres, si vous voulez. Et pour nous, le paramètre qui est le plus pertinent à comparer, c'est l'âge réel de départ, l'âge moyen de départ. Or, en France, cet âge moyen de départ, il est aujourd'hui entre 62 ans et demi et 63 ans, et il va passer à 64 ans dans une dizaine d'années, si vous voulez. Et c'est ça qu'il faut comparer. Donc on est déjà, avec la législation actuelle, sur un âge
moyen de départ qui va augmenter. Et donc, ce n'est pas pour nous l'âge de départ légal qu'il faut augmenter, parce que c'est une mesure liberticide qui va empêcher beaucoup de nos collègues de choisir leurs conditions de départ. Et en plus, dans la loi actuelle, il y a des gens qui avaient déjà établi leur plan de départ en retraite, en particulier pour la génération 1961 ou 1962, et qui voient ça remis en cause parce que la réforme aurait un effet sur des générations qui sont très proches de la retraite. Mais pourtant, dans certains pays européens, l'Allemagne par exemple, on travaille jusqu'à 67 ans, c'est l'âge moyen de départ. Oui, mais ce qui compte, c'est l'âge moyen de sortie de la vie professionnelle, si vous voulez, parce que moi j'ai travaillé sur beaucoup de projets européens et j'en discutais avec mes collègues européens. En Hollande, par exemple, vous avez un réceptacle avant la retraite qui est le régime d'invalidité. Et nous, en France, on a aujourd'hui presque 50% des salariés qui prennent leur retraite qui ne sont plus en activité et qui sont pour beaucoup à l'assurance chômage, enfin inscrits au chômage, ne touchant pas tous une allocation d'ailleurs. Ils sont pour beaucoup au RSA. Et donc, ce qui compte, c'est vraiment l'âge moyen de sortie de l'emploi. Or, aujourd'hui, je crois que si on avait des mesures très volontaristes sur l'emploi des seniors, eh bien, on serait clairement à des niveaux comparables aux autres pays européens. Et que c'est vraiment là-dessus que l'accent doit être mis. Est-ce que vous qui avez étudié avec vos collègues européens ces systèmes de retraite, est-ce qu'il y a un pays qui vous semble très en avance ou mieux pour les salariés ? Non, si vous voulez, moi je pense que le système français, il est bien. On a vu une interview du politique suédois qui a mis en place ce qu'on appelle les régimes par compte notionnel en Suède il y a une douzaine d'années et qui dit que c'est surtout pas ça qu'il faut refaire. Et moi, je pense qu'un système par répartition est le système qui est le plus respectueux d'une capacité d'investissement et d'une viabilité à long terme, parce que les systèmes majoritairement par capitalisation, eh bien, ils ont souvent pour vocation à pénaliser la capacité d'investissement des boîtes dont ils sont actionnaires. Merci beaucoup Gérard Mardinet. Merci.